Bonjour à vous et bienvenue sur CEDH France. Aujourd'hui, on va parler du prochain événement de Magic C'est Chic. C'est Magic Mania à Lille, les 8, 9 et 10 mai 2026, quand vous arrivez plus tard. Pour info, c'est déjà un événement qui avait eu lieu l'été dernier, qui était incroyable, et cette année, il est sold out. Donc, je suis un boulet. Moi, je pensais que, comme la dernière fois, il y aurait plein de places et je pourrais m'y prendre tard, regarder mes Airbnb, etc. Donc, j'étais en train de regarder mes Airbnb. Et en fait, l'événement est sold out, donc je n'ai ni place ni inscription au tournoi CEDH comme l'année dernière. Donc je suis comme un con, mais à la place, je peux vous préparer pour ce tournoi, ou en tout cas pour l'événement. Alors l'événement, il est génial, donc de manière générale, si vous avez une place, c'est génial. Si vous n'en avez pas, ben, vous êtes comme des imbéciles comme moi, voilà, désolé. Et ce tournoi, il a cet événement qui a plein de trucs, qui a du cube, du scellé, du draft, des tournois de Duel Commander, CEDH, moderne, Popper, enfin il y a masse de trucs, des événements dans tous les sens. Il y a Bandit, Adibou, plein de gens qui viennent pour jouer à Magic. Il y a un coin pour faire du Treachery, le super événement, enfin, le format vraiment qu'adore Alvar. Et qui revient d'ailleurs sur sa chaîne. Là, il y a eu une première vidéo de game en Treachery sur sa chaîne à 5. C'est pas forcément simple à filmer puisque bon, ça tient pas aussi bien sur une table, on va dire. Et notamment le samedi, il y a le tournoi de CEDH. Tournoi de CEDH que j'avais fait et gagné l'année dernière. Donc j'ai justement hop, mon petit trophée de l'année dernière. Et malheureusement, je ne serai pas là pour défendre mon titre cette année. Donc tant pis. Mais pour info, voilà, il y a ce tournoi-là. L'année dernière, c'était vraiment cool, bonne ambiance. On avait une cinquantaine de joueurs. L'arbitrage testait des choses. C'était assez intéressant. J'ai pas tout apprécié, mais voilà, comme tout, faut tester et s'y mettre, hein, de toute façon. Et c'était vachement cool parce qu'ils étaient, mais c'était vraiment disponible à l'écoute. Ils essayaient de gérer différentes situations. Il y a plein de trucs qui se sont quand même super bien passés. Dans les petits bémols, moi j'aurais trouvé que ça aurait été mieux que quand il donne le pairing, il donne aussi qui commence, dans quel ordre on est, mais aussi le toss. Parce que là, il nous disait, bah, vous êtes à telle table, vous êtes dans tel ordre, mais il fallait nous-mêmes qu'on lance le toss. Et en fait, ils auraient pu le randomiser par rapport à qui a déjà été premier joueur, etc. Mais bon, ça c'est des détails. En tout cas, événement bonne ambiance, plein de trucs à gagner. Et l'année dernière, moi je l'ai gagné avec Trazios Rograk. Donc les gens qui suivent le CEDH seront pas forcément surpris. C'est deux partenaires qui font des trucs stylés et pétés. Et voilà, ça fait des années qu'on sait que partner c'est un peu pété en CEDH. Donc voilà, vous ne serez pas surpris. Trazios Rograk, c'est une combinaison qui est redoutée, qui est parmi les meilleurs decks du format, probablement dans le top 5 on va dire du format. Parce que Rograk est surnommé Mox Ruby dans la command zone, tellement Rograk fait gagner en mana et en vitesse. Rograk permet d'activer en fait tous les sorts gratuits. Donc si je vais dans mes interactions, hop, mon Deflecting SWAT, mon Fierce Guardianship, tout ça c'est activé par Rograk. Et ça va aussi power up mon mana, puisque si je vais hop dans mon mana, ça va power up mon Mox Ember, ça va me donner plus de créatures pour mon Gaea's Cradle. Hop, Gaea's Cradle que j'ai dû mettre dans ma Cradle Farm. Hop, voilà. En fait, tout le deck s'appelle justement la Cradle Farm. Le principe, c'est de trouver Gaea's Cradle ou des trucs similaires comme Growing Rights of Itlimoc et faire une quantité de mana complètement débile. Et quand je dis complètement débile, c'est-à-dire qu'on parle de potentiellement 50 mana tour 4 ou 5. Donc c'est vraiment idiot. La Cradle Farm, c'est quoi? C'est Gaea's Cradle, des trucs pour le dégager comme Deserted Temple, Minamo, Magus of the Candelabra ou Candelabra of Thanos. Faut savoir que l'année dernière, c'était un tournoi qui autorisait un certain nombre de proxys. Voilà, il fallait il y avait un certain nombre de règles sur qu'est-ce qu'il fallait que les proxys fassent. Donc moi, j'avais proxy Volcanic Island, Gaea's Cradle et Candelabra of Thanos pour pouvoir jouer mon deck. Puisque en plus, Candelabra a monté avec le Legacy et le CEDH. Donc il est pas très abordable actuellement. Hein. 1700 €, ouf, ça picote, hein, je vous le fais, enfin voilà, je vous le cache pas. On a d'autres moyens de faire en sorte que nos créatures fassent du mana avec Cryptolis Rite, Earthcraft et Enduring Vitality. Et enfin, on a des moyens de réduire le coût de la capacité de Trazios avec Training Grounds et Biomancer's Familiar. Alors justement, l'idée dans ce deck-là, c'est que nos deux commandants, ça nous fait deux créatures sur Gaea's Cradle. Et tout notre mana peut se transformer en carte avec Trazios. Puisque Trazios, pour 4, je scry 1. Et je révèle la carte ensuite du dessus de mon deck. Si c'est un lance, je vais manger engagé. Si c'est autre chose, je la pioche. Donc l'idée c'est qu'une fois que j'ai beaucoup de mana, je vais pouvoir piocher et trouver différentes combos. Et après il y a plein de combos différentes. La combo phare c'est Oboro Briscaller.
Le concept de Borobris Color, c'est que pour 2, je peux renvoyer un terrain que je contrôle dans ma main, et si je fais ça, je dégage le terrain ciblé. Donc je peux dégager Gaz Cradle plein de fois pour faire beaucoup de mana pour piocher avec Thrasios. Chaque land que Thrasios met en jeu me donne un land à remonter dans ma main avec Borobris Color, ce qui me permet de repayer pour dégager Cradle pour continuer à piocher avec Thrasios. Vous voyez déjà que manuellement ça va être fort, mais en plus ça marche avec Telonghast of Madara. Telonghast of Madara qui se pose depuis ma main sur le champ de bataille en payant 4. Donc ça fait un combo mana infini avec Borobris Color. Et en plus je peux passer hors face toutes les créatures de mes adversaires, puisque si mon KS Cradle donne 7 mana, la Kaba coûte 2 et la Kaba de Borobris Color coûte 2, celle de Telonghast of Madara coûte 4. Du coup je gagne un mana dans l'opération et après je peux piocher mon deck avec Thrasios et faire des trucs divers et variés. Donc par exemple dans mes tutors, l'idée c'est que je tue avec mes tutors ou avec différents trucs du deck. Donc Final of Devastation me permet de mettre toutes mes créatures en jeu, de leur filer la célérité et de défoncer tous mes adversaires en leur filant plus infini plus infini. Et voilà, je défonce mes adversaires comme ça. Mais sinon je peux faire des boucles absurdes avec Summoning Mycospawn où j'exile tous leurs lands, je trouve tous les lands de mon deck. Enfin je peux vraiment faire des trucs idiots. Donc ça c'est pour le deck. Il y a plein de combos là-dedans que je vous laisserai regarder, je mettrai la liste. Et j'ai plein de manières de partir en combo de manière un peu plus manuelle, genre avec Song of Creation. Song of Creation, je peux jouer un land supplémentaire à chacun de mes tours. À chaque fois que je lance un sort, je pioche 2 cartes, mais à la fin de mon tour, je défausse ma main. Et bien sûr, l'idée c'est de ne jamais arriver à la fin de mon tour, c'est de gagner ce tour-ci. Hein, je vais piocher 50 cartes avec Song of Creation et me débrouiller. Donc l'idée de cette vidéo, je vous l'ai dit, c'est de vous préparer un petit peu à qu'est-ce qui va vous attendre si vous arrivez au tournoi CEDH de Magic Mania. Moi, pour ça, je vais vous donner un petit peu des stats ou enfin quelques infos sur qu'est-ce que j'ai vécu. Comme ça va me permettre de vous expliquer un peu tout ça. J'ai pas respecté tout le temps l'ordre des joueurs, etc. Enfin voilà, il y a des trucs qui vont pas sur mes notes, mais on a déjà quelques bases. Notamment, j'ai toujours inversé les deux du bas. Je me suis trompé dans le logiciel. L'idée, première ronde, je suis tombé face à Achaton, Yuriko et Winota. Achaton, c'est un deck Esper qui utilise toute la carte quality de Esper et qui va chercher la combo classique Tainted Pact, Thassa's Oracle, ou alors qui va défausser. L'idée de Achaton, c'est que quand on défausse une carte, on peut la jouer en payant sa capa. Donc ça permet d'avoir des copies de créatures un peu fortes sans qu'elles passent par la pile, sans qu'elles puissent être contrées. Donc si j'ai un Sphinx consacré que je défausse, je paye la cava d'Achaton, je mets une copie du Sphinx consacré en jeu, et mes adversaires ne peuvent rien faire pour contrer puisque je ne l'ai pas lancé. Et il faut savoir que dans le format, les interactions les plus fortes sont les contre-sorts, les plus joués sont les contre-sorts, etc. Donc ça c'est pour Achaton. Yuriko et Winota, alors c'était une table qui était assez beatdown, donc j'avais un petit peu peur de ça quand je suis arrivé à la table. L'idée c'est que en CEDH, la plupart du temps, vous gagnez à la combo entre les tours, alors 2 si on est tour, mais généralement c'est entre tous les tours 3 à 5. Donc vous savez déjà que tour 2 c'est la Danger Zone, mais surtout tour 3, tour 3 à 5, si vous n'avez pas gardé du mana pour interagir, si vous n'avez pas des éphémères à 0 ou 1 mana pour interagir, vous êtes vraiment dans la mouise. Et ça c'est un des trucs auxquels je vous fasse gaffe quand vous préparez. Si votre interaction coûte 2 mana, elle est probablement trop chère. Si votre interaction est un rituel, elle est probablement mauvaise. C'est vraiment des spécificités du format. Genre, quand on paye 2 pour Abrupt Decay ou Assassin's Trophy, c'est vraiment le bout du monde. Et c'est vraiment parce que c'est des interactions qui sont très polyvalentes. Hein. Sinon, on paye déjà régulièrement pas de mana du tout pour nos interactions. C'est-à-dire que si vous regardez les interactions que je joue dans mon deck, alors je joue Bozejou qui va coûter qu'un vert grâce à mes généraux. Chain of Vapor 1 mana, Deflecting Sword 0 mana, Druid of Purification 4 mana mais je peux le tuto, donc c'est pour ça, c'est une cible de tuto pour me débloquer en cas de table qui est staxée. Donc typiquement je suis face à Winota, je sais pas comment me débrouiller parce qu'il y a plein de trucs à la con qui ont été posés qui m'empêchent de partir en combo. Je tuto Druid of Purification, ce que j'ai d'ailleurs fait dans la game. J'ai tuto Druid of Purification, j'ai pété du mana, de la stacks et tout chez tous mes adversaires, je l'ai copié, j'ai recommencé, et là ensuite je suis parti en combo tranquille. Et il y a vraiment ce côté où ça c'était ma carte Joker pour faire du ménage. Fierce Guardianship gratuit, Flare of Duplication gratuit, faut que ça sacrifie Rograk. Flusterstorm un seul mana, Force of Will gratuit, Gilded Drake je paye 2 mana mais c'est pareil, c'est une pièce à tuto. J'ai 2 versions de Gilded Drake, la version originale et la nouvelle version. Pour voler des créatures adverses, c'est pareil, me débloquer. Donc, tiens une créature qui m'embête de ton côté, genre un Dranis Magistrate, je peux pas jouer mon Thrasios, très bien, je vole ton Dranis Magistrate, et maintenant je joue mon Thrasios.
Cyclonic Rift, pareil, je paye un peu plus parce que pour le coup, dans le deck, je peux faire 50 mana, donc je peux me permettre de payer 7 pour virer tous les boards de mes adversaires et faire du ménage. Malta Misstep, c'est gratuit. Mindbreak Trap, c'est gratuit. Mistress Village, c'est plus, je peux la préparer pour passer un deck, un spell clé. Otawara, souvent ça coûte que 2 mana et c'est un land, donc c'est aussi pour ça. Pact of Negation gratuit, Snap virtuellement gratuit vu qu'il dégage mes terrains que j'ai utilisés. Spellskite, faut que je la pose à l'avance, mais après c'est gratuit. Talon Gates of Madara, là pour le coup, faut que je paye 4, mais c'est aussi une pièce de combo et c'est un land. Zistarn Big Enough, c'est aussi une pièce de combo et ça coûte que 2. Veil of Summer, un seul mana, etc. Donc mes interactions, j'en joue 21 et elles coûtent vraiment pas cher. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Dans cette partie, ce qui s'est passé, c'est que Yuriko et Winota ont commencé à mettre la pression au PV et essayer de se développer. Winota faisait un mauvais départ que j'ai accentué en pétant toute sa mana. Et donc il s'est retrouvé bloqué assez vite, qui n'était pas très content. Et globalement, ce qui s'est passé, c'est que le joueur d'Achaton connaissait beaucoup mieux le format que les deux autres joueurs. Et moi, j'ai commencé de mémoire et j'ai allé très vite. Et ce qui s'est passé, c'est que le joueur d'Achaton a coaché, notamment le joueur de Yuriko, pour me stopper, parce que le joueur de Winota faisait rien de sa game. Donc le joueur de Achaton et le joueur de Yuriko ont passé la game entière en Arc Enemy à discuter de comment me stopper. Et après avoir mangé 2 colères de dieu, détruit toutes mes créatures, fait 1 milliard de trucs pour me stopper, j'ai fini par revenir et prendre la game. Donc c'est dire la résilience de Trados Rograk. Et il y a vraiment des palanquets de contres qui ont été joués des colères de dieu et compagnie. Et ça, c'est un des premiers key learning que j'aimerais que vous reteniez pour Magic Mania. Si vous arrivez pour le tournoi CEDH, normalement en CEDH, il y a assez peu de colères de dieu. Genre si on joue un Toxic Deluge dans son deck, c'est un peu le maximum. Parfois les decks rouges jouent un Blasphemous Act. Enfin, en gros, c'est vraiment une colère de dieu qui va coûter très peu cher. Genre déjà payer 3 pour un Toxic Deluge, c'est cher. Supreme Verdict, bon, il y a quelques listes de Shorikai qui le jouent, parce qu'après tout, Shorikai, c'est un artefact qui n'est pas une créature, donc on peut raser le board plus souvent sans se faire punir et perdre son propre général qu'on a payé 4 pour jouer. Le deck fait de la value à tous les tours, donc grâce à ça, on peut se permettre de jouer des trucs qui débloquent un peu des situations comme Supreme Verdict qui est incontrable. Mais voilà, on en joue assez peu. Par contre, à la Magic Mania, c'est un tournoi qui regroupe des joueurs de CEDH qui ont l'habitude du format, mais c'est aussi un tournoi où il y a pas mal de gens qui viennent du Duel Commander ou du Commander multijoueur, qui viennent peut-être du Bracket 4 par exemple, ou du Bracket 3, et qui se sont dit, bah moi mon deck il est fort, il est trop fort pour mon groupe, mon groupe il trouve que mon deck il est trop fort, donc vas-y, je vais le sortir au tournoi CEDH et voir ce que ça donne. Ce qui veut dire que c'est un tournoi où on va avoir un peu plus de généraux du genre Lure Dragon, Winota, Urza, Edgar Markov, des généraux qui font peur en bracket 4 et du coup que les joueurs se sont dit ils vont tenter leur chance en bracket 5. Donc ça veut dire qu'il y a un peu plus de créatures que d'habitude qui sont jouées et c'est pas incohérent de jouer un peu plus de colère de dieu que d'habitude, spécifiquement pour la Magic Mania, parce qu'il y aura beaucoup plus de créatures qui seront jouées par les différents joueurs. Et là, on retrouve Winota, Yuriko, Achaton. Aucun des trois est vraiment si content de perdre ses créatures. Achaton est peut-être celui qui en a le moins quelque chose à faire. Et moi, clairement, Trados Rograk, j'aimais pas du tout perdre mes créatures. Ce qui veut dire que les colères de dieu qui étaient jouées par mes adversaires, j'étais obligé de les contrer. Et quand il y avait par exemple Yuriko qui tuto une colère de dieu qui la joue, en l'occurrence Toxic Deluge, et moi qui essaye de contrer, et Achaton qui protège le Toxic Deluge de Yuriko avec ses propres contre-sorts, ça commence à devenir compliqué. Ça donnait une première victoire. Le deuxième round, donc là j'étais site 2. À ma droite, le site 1 c'était Yusri. En face j'avais Loto et à mon opposé j'avais Kefka. Et l'idée c'est que là, Kefka ça fait de la value et c'est un Dimir un peu classique où l'idée c'est soit je vais très vite et je déploie Underworld Breach, Brain Freeze et je pars en combo avec Underworld Breach. Un petit peu comme en moderne, soit je fais Thassa's Oracle, Tainted Pact, et si ça marche pas bien, je fais Kafka, je fais de la value et je vide les mains de mes adversaires et je gagne comme ça. Loto, c'est un deck qui renonce au bleu, donc qui renonce à la meilleure couleur pour interagir, en échange de Loto qui peut arriver tour 1, faire un trésor par tour de chacun des adversaires, et tout à coup on untap tour 2, et on a déjà 3 ou 4 trésors, potentiellement 5 à notre propre tour quand on jouera notre deuxième sort, 2 landes, ce qui veut dire 7 mana pour jouer un Ad Nauseam ou ce genre de choses là, et qui peut partir en combo assez vite. On ajoute à ça des effets comme Silence, Grand Abolisher qui sont très joués en CEDH justement parce qu'ils permettent de se prémunir des contre-sorts.
Et tout à coup, on a un deck qui peut aller très vite. Et Yusri, je connaissais un peu moins. Je crois que le deck, globalement, fait des pile ou face et essaie de les gagner. Il va choper le pouce de Krark pour lancer 2 pièces à chaque fois et pouvoir essayer de déjà plus de cartes et faire son effet omniscience. Parce que s'il gagne 5 flips, je crois que il pioche 5 cartes, puis ensuite tous ses spells sont gratuits jusqu'à la fin du tour. Ce qui est généralement game winning. Et je connais pas bien ses combos. Mais voilà, il essaie de faire de la value comme ça. C'est typiquement le joueur de Yusri, je pense, venait du bracket 4 et il avait un peu moins l'habitude du CEDH, là où le joueur de Loto et de Kefka étaient des habitués du format. Et ça donnait beaucoup de discussions sur comment est-ce qu'on interagit, avec quoi est-ce qu'on interagit, qui est la menace, etc. Et c'est pareil, j'ai commencé à mettre beaucoup de créatures, enfin beaucoup de mana. Je me suis fait silence un premier tour de combo, deuxième tour de combo, j'ai survécu à genre 3 ou 4 interactions et je suis parti en combo. La ronde 3, j'étais face à. C'était en premier joueur Hidetsugu Ekairi, qui était un joueur de Duel Commander où, et faites attention quand vous vous inscrivez au tournoi, son pote a fait les inscriptions pour le tournoi et au lieu de l'inscrire au Duel Commander, il l'a inscrit au CEDH. Donc il était un petit peu déçu puisqu'il jouait donc un deck de Duel Commander. Il n'avait pas Sol Ring, Elfast Mana, etc. Et il n'était pas du tout prêt pour partir en combo vite. J'avais à ma gauche Eliod et en face, en opposé en diagonale, Kinan. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, le deck de Hitsugu Kairi, en fait, en Duel Commander, les gens jouent. Il y a besoin de beaucoup de moins de choses pour kill, c'est-à-dire que Hitsugu Kairi, c'est assez gros pour kill tout seul et coller 20 points de dégâts, ou éventuellement des petits Opposition Agent, etc. Ça suffit à coller 20 points de dégâts. C'est pas trop dur de coller 20 points de dégâts en Duel Commander. Le plus important, c'est de jouer le plan qu'on contrôle, d'avoir beaucoup d'interactions pour gérer l'adversaire. Donc en fait, le Hitsugu Kairi devait jouer 50 interactions, un truc du genre. Il a fait quasiment que ça de la partie. C'est-à-dire que Kinan a essayé de partir en premier et il a échoué. Il s'est fait interrompre. Je crois que son général a passé maxi un tour sur la table. Il s'est fait défoncer par Hidetsugu Kairi. Ensuite, je me suis dit, il y a quand même pas mal d'interactions qui sont passées. Je vais tenter ma chance. J'ai raté. Il avait encore trop d'interactions. Ensuite, le Elliot s'est dit, c'est mon tour, c'est mon heure de gloire. Il a raté. Il y avait encore trop d'interactions. Le Hidetsugu Ekairi a fait genre sa deuxième colère de dieu pour vider la table. Moi j'ai vraiment fait le play du désespoir. J'ai crop rotation qui est un petit éphémère hop qui va être pas dans la Cradle Farm. La crop rotation c'est un éphémère. Je sacrifie un terrain et je vais chercher un autre terrain dans mon deck. Je le mets en jeu, je mélange mon deck et généralement ça sert à aller chercher Gaz Cradle en éphémère. Là, j'ai été obligé d'aller chercher Talon Gates of Madara pour protéger mon Thrasios, sinon il coûtait 6 à jouer, j'avais pas le mana, pour espérer avoir un tour correct. Et j'ai réussi, suite à une bataille de contre, à passer Song of Creation, et j'ai joué tout mon deck, voilà, juste joue un sort, Biotrodeuse, joue un sort, Drodo, joue un sort, Drodo, et tout coûte tellement peu cher ou fait du mana que j'ai fini par partir en combo avec Song of Creation. Mais la game de la douleur. Et ça, c'est le genre de choses que vous pouvez avoir où je pense le joueur d'Eliod et le joueur de Kinan. Le joueur d'Eliod, je pense, c'était celui qui savait un peu le plus ce qu'il faisait. Et c'est le mauvais Eliod d'ailleurs que j'ai mis, c'était le Eliod bleu-blanc qui fait des Wheel of Fortune pour que tous ses sorts coûtent un de moins pour chaque adversaire qui a pioché une carte ce tour-ci. Chaque carte qui a été piochée par un adversaire ce tour-ci. Donc au bout d'un moment, il peut faire des sorts qui coûtent moins 14 ou moins 20. Et grâce à ça, il fait des trucs pétés et il gagne la partie. Le joueur de Kinan, je pense que il avait moins l'habitude du CEDH, il devait avoir un Kinan bracket 4 notamment il a mal choisi ses timings là-dessus et ça c'est un des autres key learning que je vous conseille de savoir. Partir le premier, faut être confiant puisque vous allez manger toute l'interaction de la table, alors que partir deuxième ou troisième quand il y a pas mal d'interactions qui est tombée, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Donc c'est un des skills du CEDH, une des compétences du CEDH, c'est de venir jauger où en sont les interactions de mes adversaires. Est-ce que là je peux partir ou est-ce que c'est trop tôt? Et d'être un petit peu patient. Et le Hidetsugu Kairi voilà, venait du Duel Commander, donc j'ai beaucoup plus d'interactions. Donc c'est des ajustements où c'est intéressant à avoir en tête. En ronde 4, on a fait du Arc Enemy contre Oswald. J'avais à ma diagonale un Traos Timna et à ma droite un Obnixilis. Et là, je pense que tout le monde savait jouer en CEDH et connaissait un peu le format. En gros, Oswald, c'est un deck. Je crois qu'il commençait, c'est ça. Moi, j'étais dernier. Et Oswald, c'est vraiment un deck où il a plein de combos, une carte, deux cartes, etc.
voilà, en gros, en quelques tutors de Oswald, il peut mettre un board game winning et le reste du temps il stacks. Donc en l'occurrence, moi, mon Cradle faisait plus qu'un mana incolore, je pouvais jouer qu'un seul par tour. Enfin, il y avait plein de restrictions diverses et variées sur nous qui faisaient que c'était super difficile. Et on a fini par, à force d'interaction dans tous les sens et d'une situation qui était un peu bloquée, on pouvait chacun choisir qui allait gagner, mais on ne pouvait pas s'assurer que c'était nous qui allions gagner. Euh, de- Arrivé dans une situation un petit peu merdique comme ça, on a fini par faire droit intentionnel, puis on l'a joué pour le plaisir et j'ai gagné suite à la droit intentionnel. Game gagné qui est un peu particulière puisque ayant fait draw, le Trados Timna a fait YOLO, je pars en combo, il a raté et derrière moi j'ai pu partir sans interaction. Donc ça change un peu la dynamique de la partie. Mais c'était le seul enfin, quasiment le seul deck stacks que j'ai vu de la journée. Un des trucs aussi de Magic Mania, c'est que il y a beaucoup plus de gens qui jouent soit des CEDH qui sont un peu qui vont surtout passer leur propre game plan, genre Omnixilis, soit des CEDH classiques comme Trados Timna qui vont se baser sur des contre-sorts. Il y a assez peu de stacks, donc il y a eu Oswald, 2 Cities, ce genre de choses. La ronde d'après, c'était les quarts de finale, où j'étais site 1, puisqu'à partir du moment où on arrivait en quart de finale, la personne qui avait été le plus haut dans le classement commençait. Donc j'ai commencé toutes mes games à partir de là. Donc j'ai commencé face à Mary Reed et Anne Bonny, qui était à ma gauche, qui a un de ces quatre, il faudra que je vous mette la deck tech sur la chaîne. En diagonale de moi, il y avait Tivit, et à ma droite, il y avait Chrome Timna. Là, c'est pareil. Donc il y avait des gens pour qui c'était la première fois dans le format, dans le sens où Chrome Timna par exemple, ouais, il nous a dit bah moi je connais pas trop, j'ai monté un deck avec une liste sur internet, mais ça m'intéresse d'avoir des retours, des conseils sur le format, etc. Et c'est aussi le genre de gens que vous allez voir où là pour le coup il avait un bon deck, ce qui lui manquait c'était plus l'expérience du format. À ma gauche, Marie de Anne Bonny, c'est aussi quelque chose que vous allez typiquement voir à la Magic Mania, c'est-à-dire que ça c'était une personne qui a vraiment son pet deck, voilà, elle kiffe jouer Mary Reed et Anne Bonny, elle l'a monté à un très haut niveau, à un niveau CEDH, et elle n'avait pas envie de jouer un deck classique du format, elle avait envie de gagner dans ses termes avec son deck préféré. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma sortie la plus violente de tout le tournoi. Je crois que je leur ai fait tour 1 Ristic Study, ou un truc du genre, ou tour 1 en tout cas une sortie débile. Tour 2, c'est sûr, j'avais ma Ristic Study, j'avais plein de mana, etc. Et ils étaient là à discuter comment est-ce qu'on survit, au secours, qu'est-ce qu'on fait. Notamment le Chrome Timna a passé une Ristic Study. Et en fait, tour 3, j'ai commencé à essayer de partir, et ils ont mis tout ce qu'ils avaient comme interaction. Et non seulement ça n'a pas suffi, mais très vite j'ai pu payer. J'avais assez de mana pour payer pour tous les triggers de Ristic Study de Chrome Timna. Et je suis parti en combo tour 3, je crois. Vraiment un truc assez vénère. Et la finale, arrivé en finale, j'ai retrouvé le Winota des rondes. Et là, c'était une finale qui était compliquée, puisque à ma gauche, j'avais Bab, qui a l'habitude du format, qui joue son Trados Timna, qui joue un game plan assez similaire. Lui aussi, il joue Cradle Farm, parce que lui aussi joue Trazios. L'idée, c'est qu'il renonce à l'explosivité en termes de vitesse de Rograk pour avoir un plus grande carte quality, en fait, une plus grande qualité de carte avec l'accès au noir et au blanc, des effets comme Silence et Grand Abolisher ou Ranger Captain of Eos, des combos supplémentaires, genre l'accès à Thassa's Oracle, Tainted Pact, des tuteurs du noir, et Timna qui fait piocher encore plus de cartes. Donc le deck a plus de mal à faire beaucoup de mana comme moi. Généralement, il a un tour de retard sur moi en termes de développement de mana, donc il perd en explosivité. Par contre, il gagne en stabilité. Et ce qui s'est passé, c'est que enfin, l'autre truc qui faisait que j'avais peur, c'est qu'il y avait 2 decks stacks à la table. Et justement, son deck est meilleur que le mien pour survivre à beaucoup de stacks. Donc moi j'ai très vite attiré l'attention parce que j'étais premier joueur, je me suis développé vite, ce qui veut dire que les autres joueurs ont commencé à poser des pièces de stacks pour me stopper. Et un joueur stacks à la table, c'est pas grave. 2 joueurs stacks à la table, ça commence à être difficile. Plus il y a de joueurs stacks à la table, plus c'est la stacks qui détermine l'issue de la partie. Et moi le truc qui me faisait extrêmement peur, c'est que c'était mon pote Arnaud qui jouait Citis. Et Arnaud dans notre groupe, il est connu pour que si la partie dure, c'est Arnaud qui gagne. Son deck City, c'est vraiment son petit bijou qui est ultra foilé, plein de cartes altérées par Kevin. Vraiment un petit bijou. Et ma grande peur, c'était que lui, il connaisse par cœur mon deck, il mette pile les bonnes cartes de stacks pour me stopper et que je sois complètement dans l'espace.
Heureusement, il a mulligan dans rien du tout. Il n'a pas réussi à trouver une main suffisamment satisfaisante. Il a pas fait, enfin, il a vraiment pas eu de chance. Il a pas pioché ses landes, pas pioché son mana, etc. Bref, il était complètement handicapé. Il a joué que 2 pièces de stacks dans cette partie. Le joueur de Winota en a posé genre 3. Et il a fini par se passer un tour où j'ai réussi à bouncer toutes les différentes pièces de stacks une par une, gagner une bataille de contre Thrasios Tymna. À la fin, je crois qu'il m'a fait un Flusterstorm avec un Storm de 8. Et moi, j'ai engagé Cradle et payé 8 mana à la main pour laisser passer mon spell, quoi. On en est sur ce genre de partie-là, quoi. Donc c'était assez vénère comme situation. Et Bab a pris quelques risques avec son Thrasios Tymna parce que les pièces de stacks que je voulais gérer l'embêtaient aussi. Donc il voulait essayer de me laisser retirer la stacks, puis ensuite m'empêcher de partir en combo pour lui gagner à son tour. Et voilà, ça s'est joué à pas grand chose, mais j'avais tellement de mana que je pouvais continuer à faire de la value. Et j'ai pu donc aller chercher ma win au Borobris Scholar et gagner la partie. Le joueur de Winota, je pense qu'il venait aussi du bracket 4, qu'il a moins l'habitude du bracket 5, donc il a fait quelques plays qui étaient un peu douteux. Je pense que sa 4 quality était un peu inférieure, mais ça restait une finale avec des decks assez vénères, et 2 deck stacks, ça aurait pu être effrayant. Donc ça, c'était un petit peu pour mon report de qu'est-ce que j'ai vécu pendant ce tournoi. Et comme je disais, ce qu'on va avoir un peu plus que la moyenne dans ce tournoi, c'est plus de créatures, plus de decks qui sont issus du bracket 4, plus de gens qui connaissent pas forcément le format CEDH et qui jouent moins de contre-sorts notamment. Donc j'avais des joueurs qui ont été frustrés parce que typiquement il y avait un Lumra qui essayait de partir en combo et il y avait un autre Citis dans le tournoi, c'était pas celui d'Arnaud, qui était à la table. Et les gens lui demandent mais t'as un truc pour empêcher Lumra de partir en combo? Il fait oui, pas de souci. Puis il monte son Auster Command qui coûte 6 mana en rituel. Et du coup, les gens étaient en fait 6 mana en rituel, ça va pas marcher, je t'assure. Donc heureusement, le joueur de Lumra a raté sa win. Et c'est aussi un truc que vous allez voir potentiellement, c'est des gens qui ont moins l'habitude du CEDH, donc qui réussissent un petit peu moins leur ligne de combo. Euh, et donc vous avez des gens moins expérimentés, des gens qui viennent du bracket 4, des gens qui jouent plus de créatures. Et malgré tout, quelques stars du format, potentiellement que les gens ont net decké. Alors justement, où est-ce qu'on net deck du CEDH? Vous pouvez aller sur MTG top 8, mais j'aime bien spécifiquement EDH top 16, que je trouve plus facile pour se faire une idée. L'idée, c'est que vous pouvez trier par commandant, par tournoi, par staples, etc. pour vous faire une idée du format. Et voir plein de decks qui sont très chauds dans le format, qui sont très forts. Et c'est pas obligé de jouer un des trucs qui est les plus en haut de la liste. Il y a plein de decks qui peuvent gagner. Notamment, je sais que Ral en bleu-rouge et il fait extrêmement peur, on va en parler. Magda, une star du format. Lumra, pas forcément facile parce que vous avez moins d'interactions en mono vert, ce qui veut dire que vous êtes beaucoup plus à la merci du reste de la table pour faire la police. Et ça, c'est un pari qui est plus facile à gagner quand vous savez que vous allez à un tournoi de CEDH où en face il y aura 3 joueurs bleus. Parce que vous pouvez vous dire, bah, je suis le seul joueur qui n'a pas de bleu. Donc grâce à ça, il y a des gens qui font la police. Moi, je suis difficile à contrer et je finis par remporter la partie. Mais quand vous arrivez à la Magic Mania et vous avez un joueur dur dragon à la table, un joueur qui connaît moins bien son deck, un vrai joueur de CEDH entre guillemets, c'est-à-dire il a l'habitude du format, il a l'habitude de son deck et il joue une liste méta, et vous êtes avec Lumra, bah en fait ce qui va se passer c'est que vous êtes vachement à la merci du reste de la table pour arriver à faire la police le temps que vous partiez en combo. Donc si quelqu'un part trop vite, vous avez perdu. Donc, pas forcément fan de ce genre de pari-là. Là où Magda va plus vite et a plus de capacité d'interaction en éphémère avec ses trésors. Voilà, vous avez plein d'options. La question, c'est qu'est-ce que je jouerais si j'allais à la Magic Mania? Dans les réponses faciles, la grande star du format qui est très connue, c'est Chrome de Tymna. Ce deck-là, ça fait 10 ans au moins, peut-être 15, qu'il est connu comme étant le meilleur deck du format. 2026, ça nous met en 2011. Ça se trouve, ce pack Commander-là était déjà sorti à l'époque et ça fait bien 15 ans que le deck est le meilleur du format. L'idée, c'est qu'on a accès à 4 des meilleures couleurs du jeu, notamment bleu-noir pour Tassa's Oracle et Tainted Pact, qui permet d'exiler son deck et avec le trigger de Tassa en pile, gagner la partie. Mais aussi plein de fast mana, que ce soit des Tatarutaru, Loto, mais surtout tous les classiques, Rite of Flame, Mess Noir, Culling the Weak, Rain of Fields,
plein de trucs dans tous les sens. Lotus Petal, Lion's Eye Diamond, Chrome Mox, Sol Ring, Arcane Signet, Flowerstone, Mox Ember, Mox Diamond, Mox Opal, Mana Vault, Talisman Progress. Il y a plein de moyens de faire beaucoup de mana. Il y a aussi plein de pièces de value complètement débiles avec Mystic Remora, Necropotence, Rhystic Study ou Smothering Ties là pour le mana. On a Underworld Breach pour faire les combos en Brain Freeze. Donc il y a plein d'interactions dans tous les sens. Force of Will, Fierce Guardianship, Flower of Duplication, Force of Negation, Man Break Trap, Snapback. Genre jamais on paye du mana pour nos spells quoi. Plein de moyens d'avoir le flash avec Born Upon a Wind. Donc quelqu'un essaie de partir en combo. Au dernier moment où il s'apprête à gagner, bam, je gagne le flash et c'est moi qui pars en combo par-dessus. Il y a vraiment des trucs absurdes à faire. Voilà, le deck a juste la meilleure carte quality du format et c'est un engin pour gagner le late game qui est assez formidable. Vraiment, quand je joue un deck comme Chrome Tymna, j'ai l'impression d'avoir enlevé mes poids de mes chevilles et que d'un coup je joue en mode facile dans le format. Alors ça demande un petit peu de prise en main puisque plus vous avez de cartes en main, plus vous avez de décisions, plus vous avez de décisions, plus vous pouvez prendre les mauvaises décisions. Donc ça reste un deck qui est moins tout droit on va dire que Magda puisque Magda très vite j'ai plus rien en main et ce qu'il faut que je connaisse c'est mon deck et mes choix de tuto et c'est encore il y a encore moins autopilote là-dessus genre si vous passez sur RAL, bon bah RAL vous avez le contenu de votre main, vous n'avez pas beaucoup de tutos, vous n'avez pas ce genre de choses là, donc en fait je fais des Wheel of Fortune et j'espère trouver de quoi faire du mana et partir en combo avec Underworld Breach, donc RAL c'est encore plus tout droit. Voilà. Donc effectivement, les réponses faciles, ce serait de vous dire, bah tiens, si j'arrivais à ce tournoi-là, j'aurais un des meilleurs decks du format. Bon, vous y attendez, c'est pas très étonnant. Dans les autres meilleurs decks du format, on retrouve Kinan, pareil, qui est une grande star, qui fait la terreur du bracket 4, qui fait tellement de mana et de value, de facilité à partir en combo. Il est surnommé Dockside Extortionist en command zone, tellement il fait de mana très vite. Et qui a les mêmes genres de quality. On joue Wenchitong, on joue Consecrated Sphinx, Unagi of Kyoshi Island, plein de moyens de piocher, de faire la value, de faire du mana et de partir en combo extrêmement vite. Donc ça c'est les stars, pas une surprise. La petite nouveauté dans le format récemment c'est Ishai Rograk qui fait parler de lui puisque le deck renonce au noir de Chrome Tymna pour avoir encore plus de vitesse avec Rograk. Rograk est vraiment un moteur pour aller vite qui est assez ouf, tout en gardant l'accès au bleu et au blanc. Donc l'idée c'est que J-Sky ici, ça permet de garder tous les effets Grand Abolisher à la Ranger Captain of Eos, avec deux commandants, potentiellement d'avoir plus de moyens d'activer nos spells gratuits, ce genre de choses là. Il y a quelques fois des plans beatdown avec Ishai, mais c'est rare. Vous avez la combo Hellbreaker qui peut marcher, faire des trucs ici. Je suis moins fan dans ce deck là parce qu'il n'y a pas de moyen d'utiliser le mana infini en command zone. Par contre, il y a des moyens de débloquer les parties. C'est un deck qui est peut-être moins intéressant spécifiquement à la Magic Mania, mais je pense qu'il vaut le coup d'être cité, ou en tout cas pas forcément dans ce build là. L'idée de ce deck, c'est si on est aux États-Unis, les gens ils ont l'habitude du CEDH. Et tout le monde joue Rhystic Study, Mystic Remora, Smothering Ties, toutes les parties sont décidées par ça. Enfin, en tout cas, beaucoup de parties. Ce qui veut dire que la question, c'est ok, mes adversaires ont chacun 10 cartes en main et piochent une carte à chaque fois que je joue un sort. Comment je gagne malgré tout? Emrakul The Promised End, c'est vraiment un des genres de solutions qu'on peut faire dans ce genre de méta un peu bloqué. Puisque, en fait, qu'il le veuille ou non, Trigger on Cast, je vais prendre le contrôle du prochain tour d'un adversaire. Ce qui veut dire que, en fait, juste, il n'y a rien à faire sur Emrakul. Je prends l'adversaire qui a l'air d'avoir le bord, la situation la plus menaçante, potentiellement le joueur à ma droite, pour que ce qui se passe, c'est que quand son tour arrive, je prends son tour, je le fais tenter de partir en combo d'un combo qui me fera gagner moi, ou je pourrais, via ses cartes, me faire gagner moi, ou alors péter les trois autres joueurs, ou voilà, en tout cas déstabiliser complètement la situation. Je force un maximum d'interaction de mes deux adversaires que je ne contrôle pas. Je laisse ce joueur-là, soit carrément je me donne la victoire directe, soit je le laisse en PLS, lui et les deux autres joueurs. Il prend son propre tour ensuite, mais il est en PLS donc il fait rien. Et moi j'enchaîne sur mon tour et je pars en combo. C'est vraiment des moyens de débloquer des situations. C'est un deck qui va jouer aussi Idyllic Tutor pour aller chercher Rhystic Study, Flash Photographie pour copier les Rhystic Study. C'est vraiment, il y a plein de techs comme ça qui sont assez absurdes. On est carrément à jouer Firestorm qui permet de défausser X cartes et coller X dégâts à chacune de X cibles. Et en fait, l'idée c'est ok, j'ai 14 cartes en main, je peux me permettre d'en défausser 4 pour raser 4 créatures adverses et prendre commandement l'avantage.
C'est vraiment particulier comme build et c'est vraiment pour une méta spécifique, on va dire. L'autre angle, c'est l'angle de la vitesse. Si vous avez, comme on l'a dit, moins de joueurs bleus, moins de joueurs qui ont des interactions gratuites, moins de joueurs qui prennent conscience en fait que bah, ça se trouve tour 1 ou 2 ils ont perdu, vous pouvez jouer les decks qui sont capables de gagner tour 1, 2 ou 3. C'est-à-dire genre Rograxilas ou Ral. Ces deux decks-là, c'est vraiment des decks qui ont une rapidité folle, qui ont un win rate fou grâce à leur rapidité. Et là, vous êtes vraiment sur l'angle de la rapidité. Goldfish est le bien, c'est-à-dire que je connais un joueur de Rograxilas qui vient régulièrement en tournoi et qui joue que au tournoi. Le reste du temps, il pratique pas son deck. Et le problème, c'est qu'il arrive en tournoi et il garde pas des mains qui sont assez agressives. La règle d'or sur Rograk, c'est je prends ma main de départ, est-ce que cette main gagne tour 1 ou 2? Si ce n'est pas le cas, je la mulligan. Et il faut vraiment appliquer cette règle-là. Alors parfois, vous êtes en mulligan 4 et vous faites ce que vous pouvez. Genre à ce stade-là, bon bah voilà, vous gardez la main que vous pouvez et basta. Mais c'est un deck qui peut se permettre de mulliganer fortement pour essayer d'avoir un départ en combo tour 1 ou 2. Et il faut vraiment évaluer vos mains comme ça. Et si vous réfléchissez à vos mains comme ça, genre ok, je prends ma main de 7, est-ce que je peux partir tour 2 maximum? Il va se passer des trucs de fou. C'est un deck qui peut jouer des ad nauseam au tour 1 et partir en combo grâce à ça, mais il y a juste aussi des trucs qui sont idiots, qui sont je vomis ma main avec plein de fast mana et je fais un Time Twister ou une Wheel of Fortune. Donc on se refait une main de 7, mais vous n'avez pas encore joué. Vous n'avez pas eu le temps de vous développer. Moi, je vais hyper vite parce que j'ai Rograk. Donc j'ai littéralement jeté toute ma main sur la table, puis j'ai fait une roue de la fortune. Maintenant, vous êtes coincé, vous n'avez même pas de land en main, vous avez une main complètement pourrie. Moi, non seulement je me suis développé, mais j'ai repioché cette carte. Si je pars pas en combo maintenant, le prochain tour, quoi, sûrement. Quoi. Et ça, c'est vraiment idiot. C'est un des decks les plus débiles du format, tellement débile qu'il fait lui et Rograk Trazios et Rograk Ishai sont au cœur des discussions sur un ban de Rograk dans le format en CEDH. C'est-à-dire que les joueurs de CEDH en sont à demander au comité s'ils ne pourraient pas par hasard bannir Rograk et Ristic Study. Voilà, c'est à peu près l'état du CEDH. Ralzarek, c'est pareil. En fait, je peux le jouer tour 1. Il va réduire mes sorts d'éphéméride rituel de 1. Et tour 2, je peux jouer plein de trucs jusqu'à flip Ral, faire son ultimate et voilà, faire plein de trucs idiots, faire des wheels, etc. Et partir en combo Underworld Breach. Enfin, bah moi, je joue ça fait des années que je joue Rograk Trados. Je le jouais avant que ce soit cool. Voilà, il faut le savoir. C'est-à-dire que à une époque, tout le monde jouait Rograk Trazios avec la combo Hullbreaker Aurore et des effets de polymorphisme. C'est-à-dire qu'on jouait Rograk pour 0, on payait 4 pour un polymorphisme. On exilait Rograk, on révélait de notre deck jusqu'à révéler Hullbreaker Aurore ou Tidespout Tyrant. Et on partait en combo mana infini avec ça. Et on jouait Trazios. Donc on jouait aucune créature à part Tidespout Tyrant et Hullbreaker Aurore pour pouvoir les trouver sur polymorphisme. Et c'était un deck turbo polymorphisme à l'époque. Donc quasiment personne jouait ça, ça perfait pas. Et à l'époque, moi je m'étais dit, bah vas-y, je vais jouer Rograk Trazios, mais je vais pas jouer le build habituel de polymorphisme. Je vais jouer un build avec Gaea's Cradle, puisqu'il y avait déjà Arnaud qui jouait Cities avec Gaea's Cradle et Serra's Sanctum à l'époque, et qui faisait des trucs absurdes avec Candelabra of Thanos, avec des dégages Cradle plein de fois, faire un quantité de mana complètement absurde. Et je m'étais dit, bah vas-y, je vais faire la même chose en Témur. Et j'avais commencé à jouer le format, donc avec déjà pas mal des éléments de la liste, avec Escradle, etc. Et ensuite seulement, il y a Sam Black, le joueur pro de Magic, qui s'est mis au format CEDH et qui a commencé à jouer Rograk Trazios. Et Sam Black, il a trouvé Oboro Briscoller, la combo avec Oboro Briscoller. C'est moi qui lui ai soufflé sur son Maxfield. Hey, au fait, si tu joues autant Cradle, je joue Candelabra, je joue Magie sur des Candelabra. C'est pareil, c'est moi qui lui ai soufflé. Hop, il doit y être ici si c'est une liste à la Sam Black. Ah, c'est pas une liste à la Sam Black, tiens. On joue aussi avec Sam Black Croaking Counterpart, qui est une carte de casu à la base, mais que j'aime beaucoup et qui marche très bien dans le deck. Voilà, qui fait des copies grenouilles de créatures. Donc nous, ça fait plein de copies grenouilles de cartes complètement pétées. Et ça marche bien. Et entre temps, bah, le deck a gagné des cartes comme Cabbage Merchant, Vibrance, Omni-Channeling, Changeling, pardon, Formidable Speaker, donc plein de cartes vraiment fortes qui font qu'il est assez idiot. Badger Mall Cub, super idiot aussi. Donc voilà.
Le deck est devenu une des stars du format, une fois qu'il y a eu Sam Black dessus, qui polish les listes, qui fait une version avec 0 mauvaise carte, la combo brise color et plein de trucs comme ça. Et le deck est assez vénère. Donc forcément, moi, ayant beaucoup joué ça, je suis très habitué du deck. Si vous êtes débutant, je vous le conseille vraiment pas. Vraiment pas parce que même moi, si je suis fatigué ou ça nous arrive de faire du Commander et cocktail avec les amis, et en fait, je prends un cocktail, je suis fatigué, c'est bon, me souvenir des 100 cartes de mon deck pour trouver qu'est-ce que je vais aller tuto 3 fois dans un tour, puisque je joue beaucoup de tutors, c'est vraiment horrible. Typiquement, je fais un Nature's Rhythm, je peux payer X, X étant la mana value de ce que je vais aller chercher. En fait, il faut que je choisisse ce que je vais chercher avant de lancer la carte. Ce qui veut dire qu'il faut que je me souvienne de tout le contenu de mon deck. Donc ça, c'est un deck que je vous conseille de pratiquer énormément si vous voulez l'amener au tournoi. C'est beaucoup plus facile d'arriver avec la liste de Kinnan de Evan Pierce, que la star de Kinnan mondial, et de gagner comme ça. Et c'est pareil, tout ce qui est partner value, c'est fort. Donc Traverse Simnal et classique, c'est très fort. En termes d'ajustement, comme il y a plus de créatures et de combos à base de créatures, c'est intéressant de jouer des colères de dieu. Un petit truc assez rigolo que vous pouvez faire, si vous voulez vraiment embêter les gens, c'est jouer Shorikai. Shorikai n'est pas forcément hyper joué. Oh, j'ai essayé de vous filer une bonne liste. Shorikai joue Humility. Ça, c'est vraiment genre... bah voilà, vous allez rendre humble tous vos adversaires d'un coup. Tout à coup, ils vont plus faire les malins. Humility, toutes les créatures sont des 1-1 et perdent leur capacité. En colère de dieu, vous jouez Out of Time, qui passe toutes les créatures en face pour autant de tours qu'il y avait de créatures. Vous jouez Amphibian Downpour, qui a le Storm et le Flash, et qui vous permettent de rendre après toutes les créatures en jeu, notamment les commandants Grenouille 1-1, et qui puissent plus rien faire avec. Mais vous jouez aussi Supreme Verdict, qui est incontrable, et Vanquish the Horde, qui coûte généralement que 2 mana blancs. Donc vous avez plein de moyens de raser le board pendant que votre général fait de la value. Et vous pouvez toujours partir en combo avec Hullbreaker Aurore, avec Mind Over Matter, The One Ring, faire des trucs idiots avec Monument to Endurance, Unwinding Clock. Vraiment, le deck est fort. Il fait des trucs vraiment cool. Et dans un format où il y a plus de Vras, c'est aussi intéressant. Et ça résume mon approche. Bien sûr que vous pouvez jouer un des meilleurs decks du format. Première approche. Vous pouvez jouer à la vitesse. Il y aura un peu moins d'interaction, donc si vous jouez à la vitesse, vous serez bien. Vous pouvez jouer les Vras et un général là-dedans qui bénéficie du fait de raser le board et de laisser tout le monde comme des idiots. La petite dernière approche qu'on pourrait citer, c'est de jouer un deck que vous maîtrisez à la perfection, qui est CEDH, qui joue une vingtaine d'interactions dans des contres, etc. Mais dont le combo est complètement inconnu. Les gens ne le connaissent pas assez, ils ne comprennent pas le deck. Donc si vous avancez un petit peu plus loin, alors les joueurs qui connaissent mieux le format vont peut-être trouver, mais par exemple Arcum Daxon gagne régulièrement des tournois parce que juste les gens ne savent pas ce qu'il fait, quoi. Et les gens ils vont tenter de partir en combo. Vous avez Arcum Daxon sur la table, vous faites bah, pas de soucis. Moi je vais sacrifier une créature artefact, tu vas chercher la pièce de stack, ce qui fait que tu pars pas en combo. Et je vais reprendre mon tour jusqu'à ce qu'à force de vous étouffer sous la stacks, c'est moi qui parte en combo. Ou juste je fais mon combo artefact, etc. Donc Arcum Daxon, si vous savez le jouer, c'est un des decks qui est méconnu. Ça a plein d'interactions bleues et ça peut prendre des games. Si vous voulez jouer à la rapidité, Rowan, si on a à voir, si vous savez le jouer, c'est pareil, ça va extrêmement vite. Donc il y a plein de petites gemmes méconnues. Où les gens vous voient arriver avec votre général, ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Sûrement il gagne, hein, sinon il serait pas là. Mais alors comment est-ce qu'il gagne? Je ne sais pas. Et ça c'est fort, c'est un véritable avantage. Voilà, ça vous donne un petit peu un tour d'horizon du format et de comment gagner. Il y a plein de trucs forts dans le format en ce moment. Il y a des gens qui gagnent aussi avec Karix, ça va extrêmement fort, enfin extrêmement vite. C'est un peu comme Rograxilas. Si vous savez le jouer, ça va à une vitesse folle, donc vous pouvez vraiment prendre des parties. Si vous savez jouer Inala, c'est hyper dur à jouer, mais c'est hyper fort. Enfin, il y a plein de decks possibles qui sont vraiment pétés dans le format. Voilà, tout le meilleur et bonne chance pour le tournoi CEDH. Et à bientôt sur CEDH France.